j'ai rencontré des moments difficiles, mais je baisserai jamais les bras. Non. Vous savez, quand on est engagé, il faut être fort. Il faut être loyal, il faut être digne, il faut avancer. Parce que si le peu de choses il nous faiblit, on n'avancera pas. Et puis cette jeunesse, elle sera perdue. Mais moi, je vous dis, il y a certaines choses comme vous dites à l'enfant, vous devez respecter les règles et les lois. Les lois, ils sont là, tu dois les respecter. Il va te dire, mais oui, mais il doit aussi me respecter moi ce que je veux. Oui, en condition que tu respectes les lois, tu peux demander ce que tu veux. Mais tant que tu respectes pas les lois, c'est impossible qu'on va t'écouter. Et c'est un travail à faire. Et des fois, on a certains jeunes, malheureusement, il y a des échecs qu'ils veulent pas entendre. Et je vous assure, je pars. Et des fois, je reçois soit des textos, soit d'appels, soit un mail, des excuses. Oui, dire, madame, j'ai réfléchi. C'est vrai que vous avez raison. Mais il faut jamais, jamais baisser les bras. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Un pavé dans la mare, le podcast qui interroge les questions d'appartenance, de l'identité en mouvement et des dynamiques sociales. Aujourd'hui, mon invitée est une femme engagée, dévouée pour une cause juste. Elle œuvre sans relâche auprès des jeunes pour lutter contre la radicalisation et transmettre des valeurs de tolérance et de respect. Elle incarne la résilience et force le respect. Latifa Ibn Ziyaten. Bonjour Latifa, comment allez-vous? Bonjour, ça va. On dit ça va, il faut dire ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On est ici à Rouen, au sein de votre association, une association qui a été fondée il y a plus de 10 ans maintenant et qui porte le nom de votre fils Ahmed. Le 11 mars 2012, votre fils Ahmed a été assassiné par Mohamed Merah qui a commis l'irréparable, un drame qui a bouleversé votre vie et qui aurait pu vous anéantir. Beaucoup, face à cette terrible épreuve, auraient sombré ou auraient choisi le repli. Mais vous avez fait le choix de vous relever, d'aller de l'avant et de prendre le chemin du dialogue et de l'action. Comment avez-vous trouvé cette force pour agir après une telle épreuve? C'est une force, ça se construit avec la foi, ça c'est important. De perdre mon fils, c'est une souffrance irréparable et la souffrance, je vis avec. Beaucoup de gens ils disent mais ça va Latifa? Je dis oui ça va, tout va bien, mais ma souffrance est là à l'intérieur, je le partage pas avec vous et je souhaite pas partager avec quelqu'un. On doit partager plutôt le bonheur, la joie, le vivre ensemble, ce qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui c'est vraiment nécessaire. Comment j'ai cette force? Vous savez, j'ai 5 enfants. 5 enfants, on aime nos enfants chacun, mais chaque enfant, il a quelque chose de différent que l'autre. Ahmed, il avait quelque chose, on était trop tachés l'un à l'autre. On avait du mal à couper le cordon. Ahmed, c'était ma moitié qui est partie aujourd'hui. C'était un garçon, vous savez, quand on se regardait, on se comprenait. Il savait si j'étais contente ou pas. Et il y avait un lien entre lui et moi, je trouverai jamais. Jamais. Et je vis pour lui. Je vis pour les autres, pour mes autres enfants. Mais ma vie continuait pour Ahmed. Pour faire vivre Ahmed. Parce que il méritait pas, Ahmed, de partir. C'était un garçon loyal. Un garçon qui servait la République. Un garçon qui a fait un choix. Il avait un bac+5. Il a voulu s'engager à l'armée. Et je pense que c'est une fierté pour un jeune d'origine marocain, foi musulman et français. Et on était très fiers de lui parce que moi aussi, mon côté de ma famille, aussi militaire, c'était très difficile d'accepter et fin de compte, j'ai accepté, mais il fallait quelqu'un qui me tue mon enfant. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas tourner la page comme certains disent. Ça y est, la page est tournée. Ça fait 13 ans aujourd'hui que mon fils est parti. Jour par jour. Il est toujours là. Et quand je suis allée à Toulouse, je voulais voir 40 jours après
la fondation de l'association. Je suis allée pour dire si mon fils il m'a laissé quelque chose au sol, il m'a écrit quelque chose impossible et il est parti sans laisser rien. Et quand je suis arrivée dans cette gymnase, j'ai trouvé que les traces de sang de mon propre enfant. J'ai pris la terre et je frotte le sang de mon fils et je crie très fort. C'est quelqu'un qui peut s'arrêter ou quelqu'un, mais il n'y a personne. Et c'est là où je sais que mon fils, il est mort en souffrance. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, pourquoi et comment je me suis trouvée dans ce quartier de Zizar où il habite l'assassin, parce qu'il fallait que je cherche qui il est et pourquoi il a tué mon fils. Et quand j'ai tombé sur un groupe de jeunes, ces jeunes complètement livrés à eux-mêmes, dans la souffrance, mais vous savez, à cette époque, j'avais pas l'expérience comme aujourd'hui. Ils m'ont dit, vous pouvez rien faire pour nous, on est déjà mort, madame. Mais regardez autour où on habite. La République nous a abandonnés. La famille ne veut plus de nous. Et vous savez, quand les rails sont enfermés, ils deviennent orageux. Et là, ils font des ravages dans la société. Et là, ça me fait heurter, ça me fait horrible. Et surtout quand ils m'ont dit, Mohamed Marah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam, il a mis la France à genoux, ils m'ont tué une deuxième fois. Et je me suis mis à cette jeune, j'ai dit, mais de quoi vous parlez? Comment vous osez dire ça? Mohamed Marah, c'est un assassin, c'est pas un héros, c'est pas un martyr. Il a fait que de la terreur. Il n'a rien fait d'autre. Il a sali le nom de l'islam. Comment vous osez dire ça? Et les jeunes, ils m'ont encerclé, je vous assure. Moi, je croyais que l'heure est arrivée pour moi. Et un jeune, il m'a pris dans la main, il m'a dit, madame, on est désolé, on ne savait pas que vous êtes la maman d'Ahmed. C'est ce qu'on entend. Mais regardez, madame, faites quelque chose. Mais nous, vous pouvez rien faire pour nous. Mais faites pour mes frères. Et j'ai pas compris son message au début. La seule phrase que j'ai dit, vous êtes l'origine de ma souffrance. Et moi, je vous tends la main. Et je suis partie. Et c'est comme ça que je me suis trouvée sur le terrain. Et c'est comme ça que je me trouvais dans les écoles. Pourquoi et comment, je vous assure, quand j'ai fondé l'association, c'était juste pour rendre hommage à mon fils. Et après, ça tournait dans cet sens que du bien, que de réussite, et surtout d'éviter les jeunes qui tombent dans les pièges de Daesh ou de terroristes, ou qui partent en Syrie, ou quiconque, parce que cette jeunesse est tellement fragile. J'ai vu des jeunes partir et que je pouvais rien faire parce que j'avais pas d'expérience comme avant. Voilà ce que j'ai fait dans l'association aujourd'hui, des conférences dans l'établissement scolaire, dans les lycées, dans les collèges, dans les prisons, dans les foyers fermés, dans les enfants aussi, foyers des enfants placés. J'ai fait des conférences tout publiques, j'ai fait des projets éducatifs, des projets de chantier, j'ai fait des commentaires, une ferme dans la République, j'ai fait aussi un film, le Latifa le corps au combat, j'ai réalisé 2 livres, un mort pour la France, mon fils est mort pour la France, et l'autre livre, dites-moi Latifa, c'est quoi la tolérance? J'essaie de transmettre tout pour cette jeunesse, pour montrer qu'on a de la force, qu'on a de la capacité, qu'on peut réussir. Malgré cette souffrance, je dis, regardez cette femme, elle souffre et je vous tends la main. Levez-vous et démarrez votre moteur. C'est très important. Et aujourd'hui, je vais encore plus loin. J'ouvre un centre social éducatif au Maroc. Pourquoi au Maroc? Parce que aussi j'avais vu des jeunes qui traversent la mer en nage pour venir en Europe. Et je vois quand ils arrivent ici, je le côtoie, je le croise. C'est des enfants qui souffrent, qui sont perdus. Et je dis, si je peux sauver un ou deux, d'ouvrir ce centre, tendre la main à la jeunesse aussi marocaine. Votre force est impressionnante malgré la souffrance qui est toujours ouverte et les blessures qui ne se referment pas. Malgré tout, vous continuez vos actions, vous parcourez la France à la rencontre des jeunes dans les lycées, les quartiers populaires et les prisons. À quoi ressemblent ces rencontres et quelles sont les réactions des jeunes quand vous les rencontrez? Vous savez, aujourd'hui, souvent, maintenant,
nos jeunes, ils savent pas leur identité. D'abord, il y a une grande responsabilité de nous tous. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un qui s'occupe des jeunes, et il vous dit, j'ai quelques jeunes maghrébines. Déjà, on le voit à leur identité. Et pourtant, c'est des enfants français. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit, tu pars quand à ton bled? Déjà, on vous envoie toujours. Alors, le jeune, à force d'entendre ça, ils savent pas qui il est, sa identité. C'est pour ça que j'insiste dans les écoles, dans les foyers, dire, montrez l'identité à cet enfant. Montrez-les qui il est. Parce que l'identité, c'est pas l'islam. C'est pas un immigré. C'est pas quelqu'un qui vient un athée. L'identité, qui je suis. Oui, je suis né. C'est ce qui compte le plus important. Et si on sait qui je suis, si je suis française, une fille de la République, je suis française et je dois être fière. Mes origines, je les oublie pas. D'où je viens. Et je pense chacun et chacune, on a tous des origines quelque part. Il suffit juste de creuser un peu, de savoir d'où on vient. Si on sait d'où on vient, on peut comprendre. Mais si on ne sait pas, c'est là où ça fait du mal à cette jeunesse aujourd'hui. C'est pour ça, cette jeunesse, on essaie de travailler sur l'identité, de les avertir tous sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un risque énorme aujourd'hui, parce que nos jeunes, ils sont tellement fragiles qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas d'échange, même dans certaines familles, même certains établissements malheureusement, même certains éducateurs. Il y a plein de choses qui manquent aujourd'hui. Il manque de moyens, manque du monde, et c'est là la capacité. Elle n'est pas satisfaite et suffisant pour élever un enfant. Et l'enfant aujourd'hui, toute cette jeunesse, c'est l'avenir de demain. Si on ne fait pas nécessaire et si on n'est pas des modèles, comment ils peuvent être des modèles eux demain? Alors, vous avez parlé des jeunes qui ont un problème d'identité, qui ont un manque de repères, mais vous rencontrez parfois des difficultés à échanger avec eux, à les conduire vers un chemin ou vers des actions positives, qui peuvent peut-être vous conduire à baisser les bras. Est-ce que vous avez rencontré des moments difficiles dans vos actions? Oui, j'ai rencontré des moments difficiles, mais je baisserai jamais les bras. Non. Vous savez, quand on est engagé, il faut être fort. Il faut être loyal, il faut être digne, il faut avancer. Parce que si le peu de choses il nous faiblit, on n'avancera pas. Et puis cette jeunesse, elle sera perdue. Mais moi, je vous dis, il y a certaines choses comme vous dites à l'enfant, vous devez respecter les règles et les lois. Les lois, ils sont là, tu dois les respecter. Il va te dire, mais oui, mais il doit aussi me respecter moi ce que je veux. Oui, en condition que tu respectes les lois, tu peux demander ce que tu veux. Mais tant que tu respectes pas les lois, c'est impossible qu'on va t'écouter. Et c'est un travail à faire. Et des fois, on a certains jeunes, malheureusement, il y a des échecs qu'ils veulent pas entendre. Et je vous assure, je pars. Et des fois, je reçois soit des textos, soit d'appels, soit un mail, des excuses. Oui, dire, madame, j'ai réfléchi. C'est vrai que vous avez raison. Mais il faut jamais, jamais baisser les bras. Oui, donc c'est vrai qu'effectivement, il y a des jeunes qui ont la tête dure et qui ne veulent rien entendre. Il y en a, je vous dis pas qu'il y en a pas. Il y en a. Mais hier, j'avais une conférence dans une école. Il y a des enfants qui sont têtus, qui ont pas voulu comprendre, mais j'ai pas baissé les bras non plus. Et j'ai dit ce que je pense. J'ai dit, je suis déçue de l'autre côté parce que normalement, je dois être fière parce que vous devez voir des forces à l'intérieur, de montrer qui vous êtes et quelle capacité vous pouvez arriver. Parce qu'on a tous la capacité. Il suffit juste de se poser et de chercher. Alors, malgré tout, est-ce que vous avez le sentiment que votre message est entendu? Oui, évidemment. Sinon, je ne continuerai pas. Ça fait 13 ans. Ça aura longtemps, j'aurais arrêté. Parce que j'ai tellement fait des choses et moi, je me rends pas compte, c'est les gens qui voient. Mais des fois, quand j'ai réfléchi, je vois tellement de jeunes que j'ai sauvés, tellement de jeunes que j'ai accompagnés. Je vous assure, je dis, mais est-ce que c'est moi qui ai fait tout ça? Et je suis très fière
du travail que je fais. Qu'est-ce qui vous donne l'espoir? La jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir et il me donne beaucoup de force, il me donne de l'espoir. Et l'espoir, je pense, c'est l'avenir. Quand on voit l'avenir bon et quand on a vraiment l'envie de réussir, ben on a l'espoir. Quand on a plein d'amour, on a l'espoir. Quand on a la volonté, on a de l'espoir. Si on n'a pas la volonté, on n'a pas d'espoir. Alors, je parlais d'un espoir de vivre ensemble, de manière apaisée en France, en société. Ah, bien sûr que ça, c'est important, l'espoir de vivre ensemble, c'est un travail à faire. Moi, je pense que si chacun de nous il fait un peu l'effort, on peut vivre ensemble sans difficulté. On juge pas la personne sur sa foi ou sur sa couleur, mais qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce que je vais apprendre avec elle? C'est ça le plus important. Alors, vous avez rencontré des centaines de jeunes, peut-être des milliers, Voilà. et sans doute que vous avez rencontré, il y a eu des rencontres particulières qui vous ont rassuré et qui ont renforcé votre espoir. Est-ce qu'il y a une anecdote, une rencontre que pouvez nous raconter, ou une ou plusieurs rencontres? Vous savez, il y a plusieurs rencontres que j'ai eues de ma vie à travers l'association. J'avais un jeune, d'ailleurs, on le voit dans des commentaires, ce jeune, un jeune qui s'appelle Koulibaly. Et moi, j'étais dans la conférence dans son établissement scolaire et il m'a dit, Madame, je suis musulman, je suis noir, j'habite dans un ghetto et, je m'appelle Koulibaly. Est-ce que j'ai une chance de réussir? Je le regardais et je lui dis, tu es noir, tu habites dans un ghetto et tu auras toute ta chance de réussir parce que tu fais partie d'un enfant de la République. Faut jamais baisser les bras. Et ce jeune homme, je l'ai invité, il est passé avec moi dans les projets pour changer ses idées, dire voilà, tu peux. C'est pas parce que j'ai son nom, le même nom que de l'assassin, que ça va me donner. Et notre famille, c'est vague. Il y en a beaucoup de gens qui s'appellent le même nom, comme Madame Benziazen. Il y a beaucoup de Benziazen aujourd'hui. C'est pas ça qui me touche parce que c'est pas la même famille. Ça existe partout. Je dis, faut pas te rendre coupable ou responsable de quelque que ce soit. La seule chose que je te demande, tu travailles aujourd'hui, il a réussi et je suis très fière de lui. J'ai ramené aussi 6 jeunes au Maroc et après on est parti à peu près 25 en Israël, en Palestine. Et c'est des enfants qu'ils ont jamais côtoyé les Israéliens. Et c'est la première fois, et on avait un mélange musulman, non musulman. Et ces 6 jeunes, tellement posé des questions, curieux, ouverts, intéressants, et plein d'espoir, plein d'énergie. Et aujourd'hui, ils sont ambassadeurs de la paix et ils font des témoignages dans leur établissement scolaire, dans les entreprises. Il y en a un qui vraiment, à chaque fois je demande au directeur est-ce que vous avez de nouvelles d'Yassine et il me dit Latifa, vraiment tu as fait un vrai ambassadeur. Et ça me fait chaud au cœur parce que je suis très fière. J'ai ramené aussi une jeune africaine française au Maroc qui était vraiment qui écoutait pas. Aujourd'hui, elle travaille avec la petite enfance. Vous voyez, c'est toute cette chance qu'on peut voir des modèles, plein de modèles comme ça, et ça me donne beaucoup de fierté. On voit que le travail paye quand il est bien fait et quand il est bien suivi. Bien sûr, ben il faut pas lâcher. Vous savez, quand on voit un enfant qui a besoin, il cherche, et ben il faut pas le lâcher. C'est là qu'il faut le accompagner. Et ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont besoin juste un coup de pouce. Je vous assure, un coup de pouce, l'enfant y réussira. Et qu'est-ce qui vous donne la force de continuer encore aujourd'hui? C'est Ahmed. Ahmed est toujours là. Ahmed, il n'est pas parti. Mon fils, c'est tout pour moi. C'est ma moitié qui est partie,
mais toujours là, je vous assure. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre fils? J'ai plein de souvenirs d'Ayman, plein de souvenirs. Mais les dernières années, déjà, il m'a dit, maman, on va voyager toutes les deux. Vous voyez, de voyager mère et fils. Il m'a ramené en Espagne. On a fait la moitié du Maroc toutes les deux. Et il a voulu me gâter, il a voulu me faire plein de choses. Et j'étais très fière de lui. Et le deuxième cadeau, avant de mourir, il m'a payé le voyage, moi et mon mari, pour aller en Turquie. Et il me dit, maman, je voyage beaucoup, je voudrais que vous profitez un petit peu. Et c'est comme il nous disait adieu. Et j'ai senti bizarre. Il est venu rester 10 jours à la maison. Et il n'est pas parti quelque part. Et j'ai dit, ça me fait plaisir de te voir à la maison. Il m'a dit, vous me manquez tellement. Et je voulais passer 10 jours avec vous avant de reprendre mon travail. Et ça, c'est le beau cadeau qu'il m'a fait, Ahmed, et que je pourrai jamais oublier. C'est, c'est un garçon extraordinaire. Je pense que vous pouvez être fier de votre fils. Et je pense que aussi, lui, il doit être fier de vous. C'était un garçon. Jamais vous le voyez triste, toujours le sourire. C'est ça qui est beau. Toujours le sourire, toujours. Jamais il vous dit je suis fatigué, jamais il vous dit. Vous demandez n'importe quel service, il peut pas vous dire non. C'est ça qui manque aujourd'hui. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, avant d'être une femme militante, une femme publique, vous êtes avant tout une femme avec une histoire. Votre histoire, elle n'a pas commencé en 2012. Votre histoire, elle a commencé au Maroc, à Tétouan, là où vous êtes né en 1960. Vous avez eu une enfance difficile, où vous êtes marié jeune. Vous avez quitté le Maroc jeune pour rejoindre votre mari à 17 ans en France. Et tout ça, c'est beaucoup d'épreuves. Des épreuves qui ont forgé la femme que vous êtes devenue aujourd'hui. Quel souvenir avez-vous de votre enfance au Maroc? Alors, le souvenir que j'avais et que j'ai toujours gardé, vous savez, j'ai été élevée par 3 femmes. La première, c'était ma mère. Et là, elle est partie trop tôt. Après, il y avait ma tante et ma grand-mère. Mais j'avais une mère extraordinaire. Malgré le divorce des parents, elle était toujours présente. J'ai jamais vu ma mère, elle n'est pas là. Toujours été là. Et pourtant, elle travaillait. Des souvenirs et des rêves que j'avais. Je disais à ma mère, quand je serai grande, je serai avocate et je vais te défendre. Et ma mère, elle me dit, ben, je ferai tout pour que tu seras avocate, ma fille. Et quand je l'ai perdue trop tôt et mon père m'a interdit de pas aller à l'école, c'était un peu mon rêve, il est brisé à l'âge de 10 ans. C'était compliqué. Et puis, de vivre avec une grand-mère, avec des conseils, de l'amour, la tendresse, une femme qui était très forte, une femme qui nous a appris tout dans la vie. La politique, d'entendre ce qui se passe dans le monde, la manière qu'on mange, la manière qu'on reçoit, la manière qu'on s'assoit. J'ai pris tellement de choses avec elle que je transmets aujourd'hui à mes enfants et je transmets aujourd'hui aux autres. C'est que des souvenirs, malgré ces séquelles de souffrance, la souffrance de manquer d'amour d'une mère qui est partie trop tôt, que manquer d'un père que j'ai pas grandi avec. Très difficile. Vous savez, l'amour, c'est pour ça que j'ai l'amour des parents. Personne ne peut le remplacer. Personne. C'est pour ça que j'ai dit aux parents, si vous avez vos enfants, aimez-les. Être présent, montrer de l'amour pour vos enfants. C'est pas d'acheter des cadeaux qu'on aime nos enfants, c'est la présence. C'est de serrer ton enfant dans tes bras,
de faire un câlin, de montrer que vous êtes là, de montrer que vous les aimez, que vous les protégez, qui sont ses parents, ils sont là. Quand les parents ils sont plus là, il n'y a plus rien. Il faut le montrer, il faut aussi leur dire je t'aime. C'est ce qui est Oui, important. c'est important, parce que les enfants ils attendent qu'ils reçoivent. Si on ne donne pas, ils reçoivent pas. C'est pour ça que les parents, c'est important de dire je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. La présence d'un père, la manière qu'on joue avec nos enfants, la manière quand on partage un repas en famille, on apprécie ce qu'on mange ensemble, l'échange, le regard, tout ça, ça parle, parce que l'amour familial, il n'y a personne qui peut le remplacer. Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, mais aussi je t'aime maman et je t'aime papa. Bien sûr. C'est très important aussi. Bien sûr. Il faut pas l'oublier, c'est dans les deux sens. Oui, le deux sens. Mais si ça se commence par les parents, c'est les parents qui montrent ça aux enfants. Qui donnent l'exemple. L'enfant, il sera attaché à son propre parent, ça c'est sûr. Mais s'il n'y a pas les parents vers l'enfant, l'enfant il se retire. Ils se sont seuls. Déjà, ils sont rejetés déjà parce qu'ils sont pas aimés. Et c'est ça le plus dur pour l'enfant. Alors, à 17 ans, vous quittez le Maroc pour rejoindre votre mari. Vous arrivez directement ici à Rouen, il me semble. Oui, tout à fait. C'est un grand bouleversement. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle vie. Comment avez-vous vécu cette transition vers la France ? C'était très dur tout ça. C'était très dur parce que avant de quitter le Maroc, vous savez, pratiquement 3 jours j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré, j'étais jeune et ma grand-mère, elle me dit, mais pourquoi tu pleures, Latifa? Tu vas joindre ton mari, tu vas être joyeux, tu vas retrouver un autre monde, des autres gens. Et est-ce que c'est les Français qui te font peur à ce point-là? J'ai dit, c'est pas les Français qui me font peur, c'est comment je vais dialoguer avec eux. S'il y a pas de langue, ma grand-mère, c'est compliqué pour dialoguer avec les autres. Il m'a dit, ça s'apprend si tu vraiment t'as l'envie et t'intéresses aux autres, tu vas apprendre. Mais le conseil que je peux te dire, ma fille, jamais te retire ton regard. Toujours ton regard et le sourire. Et tu verras les gens, ils viendront vers toi. J'ai dit le regard et le sourire, ma grand-mère. Il m'a dit oui. Le regard, ma fille, ça parle. Et le sourire, ça attire l'attention aux gens. Alors jamais tu oublies de pas le faire. Continue à le faire comme tu le fais ici. Tu le feras là-bas. Tu pleures et tu rigoles. C'est important. Le regard, jamais. Et c'est comme ça que je me suis trouvée à Rouen. C'est vrai que c'était difficile au début de quitter sa famille, sa racine, le pays où je suis née, où j'ai grandi. Mais je trouve des gens extraordinaires ici, que je n'oublierai jamais. Des gens qui m'ont aidé, des Français, des femmes, des hommes, qui ont aidé cette fille de 17 ans à faire plein de choses, à aller apprendre à lire et écrire, apprendre à faire mes courses, à sortir, à prendre l'initiative, jusqu'à que j'ai commencé à voler avec mes propres ailes. Et ils ont dit, ça y est, elle est bien partie, Latifa. Et c'est comme ça que j'ai réussi, mais grâce tout ça aussi à l'éducation, à la force que j'avais de la racine. Malgré la souffrance, il y a une force. Vraiment, une force à l'intérieur de soi. Comment vous avez navigué entre les deux cultures, la culture marocaine et la culture française? Vous savez, moi je dis quand on a envie et quand on aime, on se trouve. Il suffit de s'ouvrir un peu au monde et s'ouvrir à l'autre et de trouver sa place dans la société. Parce que si je serais restée chez moi enfermée, peut-être je serais pas avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très important même quand on parle pas la langue, on peut sortir, on peut apprendre, il y a toute la facilité en France. Il suffit de voir cette volonté. Moi, j'avais cette volonté, j'avais cette soif d'apprendre. Je voulais pas faire des enfants tout de suite parce que j'ai dit je dois apprendre la langue française. Je dois apprendre les valeurs, au moins le minimum que je peux transmettre à mes enfants et qui peuvent m'aider moi personnellement. C'est pour ça que c'était important d'aller vers l'autre et vice versa. Moi, j'ai jamais resté chez moi. C'est quelque chose qui m'a tenu au cœur et je suis venue d'une période qui était très difficile à l'époque
c'était la femme d'immigré, il avait le droit d'être en France, mais il n'avait pas le droit de travailler, c'était la loi Pasqua. Et je suis arrivée à un moment difficile, et malgré, j'ai travaillé, j'ai réussi, et j'ai fait ma carte de travail à l'époque, etc. Oui, c'est parce j'avais cette volonté, mais grâce à cette éducation de ces 3 femmes qui étaient derrière moi. Vous avez traversé des épreuves difficiles, hein. Mais malgré tout, vous avez bâti une famille, vous avez élevé vos enfants. Et comment justement vous avez vécu entre 2 cultures, parce que vous avez vécu un petit peu au Maroc, vous avez vécu en France, vous avez acquis une culture française, sans oublier votre culture marocaine. Comment la transmission s'est faite avec vos enfants? Vous savez, c'est pour donner un petit peu la chance à nos propres enfants, il faut donner 2 cultures. C'est important. Par exemple, quand il y a un moment les fêtes de Noël, eh ben je fêtais les fêtes de Noël. Pourtant, Noël, c'est pas musulman, mais c'est pas religieux, c'est une fête joyeuse pour moi, plein de décors, et puis on achète des cadeaux à nos enfants, et qui mon enfant, ils sont pas différents de l'autre. Quand il va à l'école, le Père Noël aussi, il est passé chez lui, par exemple. Quand il y a le moment de Ramadan ou les fêtes de l'Aïd, eh ben c'est pareil, j'apprends aussi à mes enfants à faire le Ramadan une demi-journée, une journée, jusqu'à qu'ils ont grandi, ils font le mois entier. Par exemple, le moment de Pâques, on achète les œufs, on les cache, on joue, on rigole, et ils disent, bah voilà, moi aussi j'ai plein de Pâques que j'ai trouvé chez moi, voilà. Et ben tout ça, c'est de montrer les fêtes françaises et les fêtes musulmanes. Pareil, quand on allait au musée, il faut montrer aussi à nos enfants les valeurs. On a voyagé partout en France. C'était important aussi de les ouvrir un peu au monde. On partait en Espagne, on partait au Maroc aussi, de rencontrer les familles où je suis née, où j'ai grandi moi et mon mari. C'est très important de connaître d'où on vient. Comme ça, ils sont pas perdus, nos enfants. Ils savent, quand je dis quelqu'un qui pose la question, tu es né où? En France. Tes origines? Ben, à côté de mes parents, je suis marocain. Ben, c'est une fierté. Parce qu'on met ça, nos enfants. On met ça dans leur tête. Mais si on dit, tu es marocain, tu es pas français, l'enfant, il va grandir comme ça. Non. Tu es deux. Tout à fait. Tes origines, elles sont là, mais tu es français avant tout. Ils ont une double appartenance, une appartenance marocaine, une appartenance et c'est française. Une richesse. Tout à fait. C'est une richesse, c'est une force. Parce que quand on dit à un enfant des origines maghrébines, on dit faire plus que les autres, je dis c'est faux. Il a déjà c'est plus. Parce qu'il a 2 cultures, 2 richesses. Pourquoi on fait plus? C'est faire plus pour avoir plus de chances de réussir. Alors, et parfois, justement, quand il y a des inégalités dans les chances de réussir, il faut faire plus, il faut faire mieux pour avoir plus de chances de réussir. Malheureusement, ça a été le cas, je ne sais plus si c'est le cas, mais en tout cas, dans ma jeunesse, ça a été le cas. Et il faut faire plus pour réussir. Oui, ça a été le cas parce que j'ai un fils de 45 ans et qui me disait, maman, à l'époque, ils me disent de faire plus. J'ai dit, t'as déjà le plus, mon fils. Révise tout simplement ce que je te demande. Révise. Révise tes leçons. Je vais t'aider. Mais t'as ce plus. T'as déjà ce plus parce que t'as une richesse de plus que les autres. Alors, tout à fait. Cette richesse, par contre, elle n'est pas reconnue. Parfois, elle n'est pas reconnue. On veut tellement nous assimiler que, on nous dit non, ce que tu as comme origine, on n'en veut pas. On veut que tu sois pleinement français. Et c'est là où nous, on voit ça comme une richesse. Le fait d'avoir nos origines marocaines ou algériennes comme moi, on voit ça comme une richesse. Mais d'autres, non. C'est dommage. Ouais, c'est dommage qu'il le voie de cette manière-là, parce que je me bats tous les jours quand un enfant il me dit, madame, il m'aide de faire plus. Je dis, oui, tu peux faire plus, mais une condition. Révise. Tout à fait. Tu révises. Ça, c'est ton plus. C'est-à-dire, c'est pas que tu fais tes leçons à l'école, tu plies tes cartables, ça y est, c'est fini. Tu révises. Et quand tu révises, tu viens plus fort. T'as des notes. Mais la richesse, tu l'as, jeune homme. T'as une double richesse. Il me dit, mais merci madame, parce que je ne savais pas. Mets ça dans ta tête et tu vas grandir avec. Tout à fait. On doit mettre tous les atouts de notre côté. Ça, c'est une certitude. Alors, en début d'interview, vous avez évoqué l'identité. Donc, vous avez rencontré beaucoup de jeunes qui sont en manque de repères
et qui se sentent parfois exclus et qui ne se sentent pas à leur place en France. Comment leur faire comprendre qu'ils ont justement leur place en France? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Il y a un travail énorme qui doit l'État faire. Parce que déjà, il n'y a pas de la mixité de certaines villes ou certains quartiers. Quand il n'y a pas de la mixité, les jeunes sont entre eux, les familles sont entre eux. C'est très difficile de savoir qui ils sont. Ça, c'est une grosse erreur qu'ils ont fait l'État. Et moi, je le dis, j'ai pas honte ou j'ai pas peur de le dire. Et c'est comme dans les écoles. Certaines écoles, c'est pareil, il n'y a pas de mixité. Ils disent il y a de la mixité, oui, il y a de la mixité marocain, algérien, africain, malien, syrien, oui, mais il n'y a pas le français de souche, comme ils disent, il n'y en a pas. Pourquoi? Et c'est là où il y a le problème. Le problème, les jeunes, ils se trouvent entre eux, et pour eux, ils sont tous des Marocains, ou tous des Algériens, ou tous des Tunisiens. Ils savent pas que ils sont français, c'est des enfants de la République. Et pour montrer ça, il y a un travail à faire chez soi, déjà, avec les familles. Il y a un travail de faire avec les parents, de dire voilà, vos enfants, madame, vous êtes tunisien, d'accord, vos origines, il n'y a pas de problème, on sait d'où vous venez, mais vos enfants, ils sont nés en France. Ils sont français, des origines du côté de ses parents, et sont tunisiens. C'est pareil pour les miens, c'est pareil pour tous ces jeunes qu'on voit aujourd'hui, mais il faut montrer à vos enfants qu'ils peuvent trouver leur place. Le jour qu'ils ont cette question, ils peuvent répondre. Mais si vous mettez ça dans leur tête, vous êtes marocain, ou vous êtes tunisien, ou algérien, ou quiconque, l'enfant, elle est perdu. Et aujourd'hui, malheureusement, ils oublient même leurs origines, ils disent, je suis musulman. Leur identité, elle est musulman. Et ça, là, ça me choque. Je dis, mais là, l'islam, c'est pas une identité. L'islam, c'est une foi qu'on pratique. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un travail à faire aussi. Et je demande aux imams, quand il fait sa prière le vendredi, passe ce message aux parents, aux pères, dire, voilà, l'identité, c'est pas l'islam. L'islam, c'est une foi qu'on pratique, chacun de nous. Mais c'est pas une identité pour l'enfant, ni pour nous. Et ça, c'est un travail à faire d'adulte pour montrer à l'enfant. Alors, elle fait un peu partie de l'identité, elle incarne la personne, et tout ce qui incarne la personne fait partie de son identité. Mais effectivement, l'identité première, c'est qui je suis, ce que je représente. Et parfois, la foi, justement, prend le dessus. Et prend le dessus surtout parce que certains se sentent avant tout musulmans, avant d'être marocains, algériens, français. Je donne un point pour qu'on comprenne comment les gens fonctionnent pour essayer de faire en sorte qu'ils trouvent leur place, peu importe leur identité et peu importe leur croyance. Et c'est ça, c'est le plus important, c'est qu'on puisse vivre ensemble. Oui, de vivre ensemble, mais attention, on peut pas. Moi, je suis musulmane. Je sais pas ma carte d'identité, c'est pas marqué Latifa musulmane. C'est marqué Latifa Ziazen. C'est comme ma nationalité. L'identité et les langues, si on parle de l'identité, oh là là, on va pas finir la journée. Parce que l'identité, il y en a beaucoup, mais dans l'islam, ça fait une partie, mais une partie vraiment de la personne. Quand on vous demande, est-ce que vous pratiquez, de quelle origine vous êtes, quelle fois vous pratiquez, là je peux dire je suis musulmane. Il y en a des gens qui sont athées, il y a des gens qui pratiquent pas. Voilà, on peut pas. L'identité, c'est oui, je suis né, qui je suis. Et après, on peut parler de la pratique, on peut parler de nos racines, etc., etc. Parce que l'identité, elle est énorme. Alors, si vous aviez un message à adresser aux jeunes, lequel serait-il? Moi, le message que je peux dire aux jeunes, c'est faut pas perdre l'espoir. Il faut rester digne et d'être un bon citoyen avant tout. D'être un bon citoyen où vous vous trouvez, n'importe quel pays. Et surtout, si vous voulez réussir, il faut démarrer son moteur. Si vous démarrez votre moteur, vous réussissez. Si vous ne le démarrez pas, il n'y a personne qui démarre à votre place. Et le moteur, il est là. Il faut toujours le mettre en route si vous voulez vraiment réussir. C'est ce que j'ai moi. Je l'ai démarré à l'âge de 10 ans et toujours mon moteur, il est démarré.
Merci à Merci vous. beaucoup Latifa pour cet échange inspirant. Merci. Vous êtes aujourd'hui une voix forte, un symbole d'apaisement et de résilience. Et je pense que Ahmed peut être fier de vous. Merci beaucoup. Merci à vous.